Mes amis, travaillez à domicile. Sur le papier, c'est le rêve. Plus de trajets interminables, plus de collègues bruyants, plus de pauses imposées. Juste vous, votre rythme, votre liberté. Mais laissez-moi vous poser une question troublante. Pourquoi tant de gens, une fois seuls chez eux, perdent pied? Pourquoi, malgré tous les avantages, tant d'entre nous se sentent moins productifs, plus fatigués, plus vides? Parce que derrière le confort se cache un piège invisible. Un piège qui ne fait pas de bruit. Un piège qui ne se voit pas. Un piège qui vous vole peu à peu votre énergie, votre concentration, votre feu intérieur. Car oui, sans structure, la liberté devient chaos. Sans règles, elle devient paresse. Sans vision, elle devient vide. Chaque matin, lorsque vous vous levez chez vous, vous entrez dans un champ de bataille silencieux. Personne ne vous observe, personne ne vous attend, personne ne vous impose quoi que ce soit. Et c'est là que le vrai combat commence. Le canapé vous murmure « Repose-toi encore un peu ». Le frigo vous appelle « Fais une pause, juste 5 minutes ». Votre téléphone vous happe dans une spirale de contenu inutile, et cette petite voix insidieuse vous répète « Tu as encore le temps, tu t'y mettras après, ce n'est pas si grave ». Mais ce après devient jamais, et ce pas si grave devient une vie diluée. Alors, comment rester productif quand on est seul, chez soi, face à soi-même? Comment garder le cap quand rien ni personne ne vous oblige à avancer? Comment faire pour que vos journées aient du sens? Et que votre liberté devienne une force, pas une fuite. Voici ce que j'ai appris, après avoir traversé ces zones de flou, de dispersion et parfois même d'autosabotage. Je vais vous partager 7 principes puissants, pas des astuces superficielles, mais des leviers profonds, durables et humains. 7 fondations pour bâtir une discipline intérieure qui ne dépend de personne. 7 clés pour que votre maison ne soit pas juste un lieu de travail, mais un sanctuaire d'accomplissement. Et si vous les appliquez, vous ne serez plus jamais à la merci de vos excuses. Vous deviendrez le créateur lucide et libre de vos journées. Alors, par où commencer? Comment reprendre le contrôle quand tout autour de vous et parfois en vous pousse à la dispersion? La réponse ne commence ni par un outil, ni par une méthode, ni par une application miracle. Elle commence par un lieu, un point d'ancrage. Un espace qui dit à votre cerveau, ici ce n'est pas la chambre, ce n'est pas la cuisine, ce n'est pas la zone floue du « je verrai plus tard ». C'est votre temple, votre centre, votre signal de transformation. Parce que la vérité, c'est que votre liberté a besoin de murs, pas pour vous enfermer, mais pour vous structurer. Et pour rappeler à votre esprit, dès que je suis ici, je crée, je progresse, je m'élève. La discipline, c'est la liberté organisée. Paulo Coelho. Quand on parle de travail à domicile, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est celle d'un rêve moderne. Se lever tard, travailler en pyjama, boire un café chaud devant son ordinateur, sans embouteillage, sans patron qui crie, sans badge à pointer. Et en un sens, oui, c'est une bénédiction. Mais ce que peu de gens disent, c'est que cette bénédiction peut très vite devenir un piège. Car la liberté, sans cadre, se transforme lentement en désordre. Et ce désordre, jour après jour, commence à ronger notre motivation, notre concentration, notre estime de soi. C'est là qu'intervient une vérité fondamentale. La discipline n'est pas une prison, c'est une architecture intérieure. Elle est ce qui donne une forme concrète à votre potentiel. Lorsque vous travaillez à domicile, vous devez devenir à la fois le bâtisseur et l'habitant de votre propre temple de productivité. Et la première pierre de ce temple, c'est votre espace. Votre espace est sacré. Ce n'est pas juste une table, ce n'est pas juste une chaise. Ce n'est pas simplement un bureau, c'est le lieu de votre transformation. Chaque fois que vous vous asseyez à cet endroit précis, vous envoyez un signal fort à votre esprit. Ici, je me connecte à ma mission. Ici, je quitte le monde de la distraction. Ici, je m'engage à créer, à réfléchir, à avancer. Peu importe la taille de votre logement. Peu importe si vous vivez dans une chambre de 9 mètres carrés ou une maison spacieuse. Ce qui compte, ce n'est pas l'espace lui-même, c'est l'intention que vous y mettez. Posez un objet symbolique sur votre bureau. Allumez une bougie. Installez une plante. Mettez une photo inspirante. Créez des repères sensoriels qui indiquent à votre cerveau « Ce moment est différent, ce lieu est spécial ». Pourquoi le cadre physique influence votre mental? Le cerveau humain est un organe profondément associatif. Il associe des lieux à des états mentaux.
Il associe une chaise au repos, une cuisine à la nourriture, un canapé à la détente, un lit au sommeil. Alors, si vous travaillez dans votre lit, que croyez-vous qu'il va se passer? Votre cerveau va lutter entre « je dois produire » et « je veux dormir ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme biologique. Créer un espace dédié, même minuscule, c'est programmer votre cerveau pour passer en mode concentration. C'est comme entrer dans une pièce secrète réservée à votre croissance. Et cette répétition, s'asseoir chaque jour au même endroit avec le même rituel, va renforcer un ancrage puissant. Un peu comme un sportif qui entre sur le terrain et sent monter en lui une énergie particulière. L'anecdote de Julie, une révélation simple, mais puissante. Pendant le confinement, Julie, une graphiste indépendante de 30 ans, pensait elle aussi vivre son rêve. Plus de métro, plus de clients imposés. Juste elle, son ordinateur et sa créativité. Elle s'installait sur son canapé, portable sur les genoux, café à la main, playlist douce en fond sonore. Mais au bout de quelques semaines, elle a senti quelque chose de sournois l'envahir. Une fatigue chronique, une sensation de dispersion et surtout, une perte de passion pour son travail. Elle se réveillait sans envie. Ses projets prenaient du retard. Elle passait d'un fichier à l'autre sans concentration réelle. Et physiquement, elle commençait à souffrir. Douleur au dos, tension dans la nuque, maux de tête fréquents. Un jour, elle a eu un déclic. Rien de spectaculaire. Juste un moment de lucidité en se regardant dans le miroir. Je suis en train de me noyer dans mon propre désordre. Elle a alors décidé de transformer un petit coin lumineux de son appartement en espace sacré. Une simple table contre le mur, une chaise droite, une plante verte à sa gauche. Et surtout, un petit rituel. Chaque matin, elle allume une bougie parfumée. Pas pour l'ambiance, pas pour la déco, mais pour dire à son cerveau « Maintenant, je passe en mode création ». Résultat, sa concentration a doublé, son énergie est revenue et surtout, elle a retrouvé du plaisir à créer. Julie n'avait pas changé d'ordinateur, ni de logiciel, ni de client. Elle avait simplement repris le contrôle de son espace. L'importance du rituel physique dans un monde numérique. Nous vivons à une époque où tout est digital. Nos réunions, nos idées, nos projets, nos communications. Mais notre corps, lui, est resté profondément analogique. Il a besoin de gestes, de repères, de transitions. Il a besoin de comprendre physiquement que quelque chose commence et que quelque chose s'arrête. Travailler à domicile, c'est aussi apprendre à marquer ses frontières invisibles. S'habiller chaque matin, se déplacer jusqu'à son bureau, même s'il est à 3 mètres. Allumer une lampe spéciale, éteindre son téléphone, mettre un casque pour se concentrer. Tous ces gestes simples envoient des signaux puissants à votre esprit. Ils transforment un moment flou en un temps intentionnel. Et quand on répète ces rituels chaque jour, ils deviennent des piliers de stabilité, même quand tout autour semble instable. Les erreurs courantes et comment les éviter. Voici quelques pièges classiques que beaucoup de gens rencontrent lorsqu'ils travaillent chez eux. Travailler depuis son lit ou son canapé. Mauvais pour le corps et pire pour l'esprit. Changer d'endroit tout le temps. Résultat, votre cerveau ne sait plus quand il doit se mettre au travail. Ne pas définir d'heure précise pour entrer dans le travail. Sans cadre temporel, l'attention se dilue. Laissez le désordre s'accumuler. Votre environnement reflète votre état mental. Un bureau encombré, c'est un esprit brouillé. Un espace sacré, même minuscule. Un coin dans votre univers où vous vous souvenez chaque jour que vous n'êtes pas là pour consommer, mais pour créer, pour bâtir, pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Alors posez la première pierre, créez ce lieu, et souvenez-vous, votre environnement n'est pas neutre. Il vous façonne, il vous inspire, ou il vous éteint. Alors maintenant que vous avez posé ce cadre, que ce coin de table, ce bureau ou ce fauteuil est devenu votre sanctuaire, un endroit clair où votre esprit comprend qu'il est temps de créer et non de s'éparpiller. Il reste une vérité à affronter. L'espace ne suffit pas, car vous pouvez avoir le plus bel endroit du monde, une chaise ergonomique, une lumière naturelle, un fond apaisant. Mais si vos journées n'ont pas de rythme, si vos heures n'ont pas de colonne vertébrale, si vos matinées dérivent comme des bateaux sans capitaine, alors même ce cadre solide finira par s'effondrer. La discipline spatiale doit s'accompagner d'une discipline temporelle.
Car la liberté sans horaire, c'est comme un train sans rail. Ça part dans tous les sens, mais ça n'arrive jamais à destination. Si vous ne programmez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Jim Rohn. L'un des plus grands pièges du travail à domicile, c'est de croire que l'absence de patron signifie l'absence d'horaire. Mais en réalité, le véritable patron, c'est le temps. Et le temps, lui, est inflexible, impitoyable, sournois même. Il ne vous crie pas dessus, mais il s'évapore. Il ne vous licencie pas, mais il vous vole vos projets, vos rêves, vos ambitions les plus précieuses, doucement, silencieusement, heure après heure. Quand vous ne fixez pas vous-même vos horaires, vous abandonnez le pouvoir de votre vie au hasard. Levez-vous trop tard, procrastinez, repoussez vos tâches, et vous verrez, les jours passeront sans que rien ne bouge vraiment. C'est pour cela que ceux qui réussissent à travailler efficacement chez eux deviennent leurs propres chefs. Et pas n'importe quel chef, un chef exigeant, cohérent, discipliné. La magie d'une routine. Cela peut paraître paradoxal. On quitte le monde du salariat pour être libre, et on finit par recréer des horaires stricts. Mais il y a une vérité universelle. La liberté sans structure devient une prison. Se lever à heure fixe, s'habiller comme si vous alliez au bureau, planifier votre journée, structurer vos plages de travail, et surtout, écrire vos 3 priorités essentielles la veille au soir. Tout cela n'est pas un caprice. C'est un levier de puissance mentale. Le matin, notre cerveau est encore malléable, comme une terre fraîche. Il attend des instructions. Si vous commencez la journée en mode aléatoire, notifications, réseaux sociaux, emails ouverts au hasard, vous envoyez un message clair à votre esprit. Aujourd'hui, je réagis. Je ne crée pas. Je ne décide pas. Mais si vous commencez la journée avec clarté, intention, direction, alors vous entrez dans une autre dimension. Votre emploi du temps est un contrat avec vous-même. Beaucoup de gens pensent que planifier, c'est s'enfermer. En réalité, planifier, c'est se libérer. Car une fois que vos priorités sont claires, vous cessez de gaspiller votre énergie à décider en permanence quoi faire. Vous agissez. Vous avancez. Vous entrez dans un état de flow. Et surtout, vous vous respectez. Fixer des horaires, c'est dire « Je crois assez en mes projets pour leur offrir le meilleur de mon temps. Je mérite d'évoluer avec méthode, pas dans la confusion. » L'histoire de Thomas, de l'improvisation à la transformation. Prenons le cas de Thomas. Thomas est développeur freelance, très doué, très créatif, très indépendant, mais aussi très désorganisé. Quand il a quitté son emploi pour travailler à son compte, il a cru qu'il allait être plus efficace. Pourtant, les premiers mois furent un cauchemar. Il se levait quand il voulait, souvent vers 11 heures. Il grignotait devant son écran. Il se lançait dans un projet sans l'avoir vraiment défini. À 17 heures, il avait l'impression de n'avoir rien fait. Alors il travaillait tard, il s'épuisait. Un jour, il s'est arrêté et il s'est demandé « Est-ce que j'ai vraiment quitté mon ancien boulot pour me recréer une prison encore plus chaotique ?» Il a décidé de tester quelque chose de simple. Se lever tous les jours à 7 heures sans négocier. S'habiller comme pour sortir, même s'il restait chez lui. Éteindre son téléphone jusqu'à midi. Et surtout, écrire chaque soir ses 3 missions prioritaires du lendemain. 3 semaines plus tard, il m'a écrit « Je revis. J'ai l'impression d'avoir récupéré ma vie. Mon travail est 2 fois plus fluide. Et le soir, je suis fier de mes journées. » Ce n'était pas magique. Ce n'était pas miraculeux. C'était méthodique. La règle des 3 priorités. Pourquoi 3 priorités et pas 10 ? Parce que l'esprit humain n'est pas fait pour jongler avec 1000 urgences. La surcharge paralyse. La clarté libère. Chaque soir, demandez-vous « Quelle est la tâche qui, si je l'accomplis demain, fera une réelle différence dans ma vie ? Qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps ? Quelle est l'action la plus alignée avec ma mission profonde ? Notez-les. Ne les gardez pas dans votre tête. Écrivez-les. C'est dans l'acte d'écrire que commence l'engagement. Et au réveil, relisez-les. Exécutez-les. Une à une. Sans tricher. Sans sauter d'étape. Vous verrez, votre estime personnelle va grimper. Car chaque action alignée avec vos priorités est une victoire silencieuse. Discipline, rigidité. Attention, respecter des horaires ne veut pas dire vivre comme un robot. Il s'agit de concevoir vos journées comme un chef-d'œuvre en mouvement. Prévoyez des pauses. Respectez vos besoins biologiques.
Accordez-vous des moments de respiration, mais faites-le avec intention, pas par distraction. La différence est immense. Se lever pour marcher 5 minutes après une heure de concentration, c'est du respect. Scroller TikTok pendant 15 minutes sans même vous en rendre compte, c'est de la fuite. Et vous, quel est votre premier geste du matin? Prenez un instant. Demandez-vous, à quoi ressemblent mes premières minutes chaque jour? Est-ce que je subis ou est-ce que je mène? Est-ce que je me lève comme un créateur de vie ou comme quelqu'un qui attend que la journée passe? C'est là que tout commence. Et si ce discours vous inspire à remettre de l'ordre dans vos journées, alors je vous invite à aller plus loin avec nous. Cliquez sur s'abonner et laissez en commentaire un mot sur votre propre routine. Ce petit geste peut être le début d'un immense changement. Structure ou puissance. Rappelez-vous toujours ceci. Les gens qui réussissent à travailler seuls ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas forcément plus talentueux. Mais ils ont compris une chose essentielle. Sans système, la volonté s'épuise. Et un bon système commence toujours par un cadre temporel solide. Le reste se construit dessus, avant de passer à la suite. Si ce que vous lisez ici vous aide à y voir plus clair, pensez à activer la cloche. Ce n'est pas juste un clic, c'est une promesse que vous faites à vous-même de rester engagé dans votre progression. Et dites-moi dans les commentaires, quelle habitude matinale pourrait tout changer pour vous? Je lis chacun de vos messages, car ensemble, on avance plus loin. À ce stade, vous avez un espace clair, un territoire qui vous élève, et surtout, vous avez commencé à reprendre le contrôle de votre temps. Vous vous levez à heure fixe, vous planifiez, vous structurez. Vous avancez comme quelqu'un qui respecte son propre engagement. Mais il y a un ennemi plus sournois, un saboteur invisible, un voleur silencieux qui s'infiltre même dans les meilleures routines. Il ne casse pas la porte, il ne vous agresse pas de front, il s'installe doucement, sournoisement. Il vous fait croire que ce sera juste une seconde. Il vous glisse des notifications urgentes à la figure. Il vous attire vers ce petit scroll rapide qui devient une spirale. Et sans même vous en rendre compte, vous avez perdu 30 minutes, 1 heure, une matinée entière. L'attention est la nouvelle monnaie. Ce que vous donnez, vous le perdez. Cal Newport. Dans l'univers du travail à domicile, il existe un ennemi redoutable. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le manque de compétences, ce n'est même pas le manque de motivation. C'est la distraction. Invisible, sournoise, persistante. Elle ne frappe pas d'un coup. Elle vous grignote 2 minutes sur votre téléphone, 5 minutes sur Instagram, une vidéo YouTube, un onglet ouvert juste pour vérifier. Et votre attention, comme un muscle trop sollicité, finit par s'effondrer. Et ce qui devait être une journée puissante devient une série de fragments incohérents, une succession d'interruptions. Un chaos silencieux, mais destructeur. Pourquoi les distractions sont plus dangereuses qu'on ne le croit? Chaque fois que vous êtes interrompu par une notification, une pensée parasite, une vibration, vous perdez non seulement du temps, mais surtout une qualité d'attention profonde. Selon une étude de l'Université de Californie, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un niveau de concentration optimal après une interruption. 23 minutes. Imaginez ce que cela représente à l'échelle d'une journée. Maintenant, posez-vous la question. Combien de fois êtes-vous interrompu entre votre réveil et votre déjeuner? Et surtout, qui a vraiment le contrôle de votre esprit à ce moment-là? Vous ou votre téléphone? La vérité crue, votre cerveau n'est pas multitâche. On vous a peut-être déjà dit que vous étiez multitâche. C'est une illusion. Votre cerveau ne fait pas 2 choses à la fois. Il alterne très rapidement entre 2 tâches. Et à chaque changement, il perd un peu de clarté, de mémoire, d'énergie. À force de passer de WhatsApp à un fichier Excel, de YouTube à un document Word, vous tuez la capacité la plus précieuse de l'être humain moderne, la présence. Et sans présence, il n'y a ni qualité, ni progression, ni paix intérieure. L'histoire de Mehdi, le retour au silence. Mehdi est un étudiant en master de psychologie, passionné, brillant, curieux, mais incapable de se concentrer plus de 15 minutes d'affilée. Il ouvrait son ordinateur, lançait son fichier, puis Instagram. Puis un message, puis une vidéo sur le cerveau, puis sans s'en rendre compte, 2 heures s'étaient écoulées. Il se sentait coupable, dévalorisé, fatigué. Un jour, il a décidé de faire une expérience radicale.
4 heures par jour, sans écran secondaire, sans notification, sans Internet. Il a installé une application qui bloquait les réseaux. Il a mis son téléphone dans une autre pièce. Et il s'est donné une règle simple. Pendant ces 4 heures, il n'y avait que lui, ses pensées et son projet. La première semaine fut difficile. Il avait l'impression d'être en manque. Mais la deuxième semaine, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il a retrouvé le plaisir d'apprendre. Le silence est devenu une musique. Il avançait. Il comprenait. Il retrouvait son autorité intérieure. Aujourd'hui, Mehdi a terminé son mémoire avec 2 mois d'avance et il garde ses 4 heures de silence chaque matin, comme une pratique sacrée. La puissance de la méthode Pomodoro. Si vous avez du mal à rester concentré, voici un outil simple, mais terriblement efficace. La technique Pomodoro. 25 minutes de concentration absolue sur une tâche. 5 minutes de pause, répétez 4 fois. Après 4 cycles, prenez une pause plus longue, 15 à 30 minutes. Cette méthode fonctionne car elle repose sur la clarté et la discipline. Pendant les 25 minutes, vous vous interdisez toute distraction. Pas de téléphone, pas d'email, pas de recherche parallèle, juste vous et une seule chose. Cela peut paraître déroutant au début, mais vous verrez, au fil des jours, votre capacité de concentration va redevenir un outil puissant. Comme un muscle que vous entraînez, séance après séance. Coupez, bloquez, éloignez. Voici quelques décisions concrètes qui peuvent transformer votre quotidien. Mettez votre téléphone en mode avion pendant vos plages de travail profonds. Utilisez des applications anti-distraction comme Cold Turkey, Forest ou Freedom. Travaillez avec un casque anti-bruit ou une playlist de concentration. Désactivez les notifications sur votre ordinateur et votre navigateur. Planifiez vos moments de distraction. Oui, vous avez le droit de consulter Instagram, mais pas pendant vos phases de création. Rappelez-vous, le but n'est pas de devenir un moine numérique. Le but est de reprendre le contrôle. Qui est le maître? Qui est l'esclave? La question est simple et brutale. Est-ce que vous utilisez vos outils ou est-ce que vos outils vous utilisent? Chaque notification, chaque vibration, chaque interruption est une décision que vous laissez à un algorithme. Et plus vous acceptez ces micro-coupures, plus vous perdez le lien avec votre objectif. Imaginez que vous construisez une cathédrale et que toutes les 5 minutes, quelqu'un vous pousse l'épaule. Comment voulez-vous bâtir quelque chose de grand dans ces conditions? Si ce message vous parle, alors faites partie de cette communauté de bâtisseurs silencieux. Cliquez sur « S'abonner » et partagez en commentaire votre plus grande distraction au quotidien. Vous verrez, l'écrire, c'est déjà en reprendre le contrôle. Créez des boucles de concentration. Voici un principe simple mais transformateur. N'attendez pas d'être motivé pour vous concentrer. Concentrez-vous d'abord et la motivation viendra ensuite. Votre cerveau adore les boucles. Il fonctionne comme un moteur. Plus vous entrez dans un état de concentration profonde, plus vous créez du sens. Et plus vous créez du sens, plus vous avez envie de continuer. Mais tout commence par une décision ferme, éliminer le bruit. Le silence est un super pouvoir. Dans un monde où tout le monde parle, scrolle, réagit, s'éparpille, le vrai luxe, c'est le silence. La vraie richesse, c'est la maîtrise de votre attention. Créer un espace de travail, c'est bien. Créer un espace mental, c'est mieux. Et cela passe par une règle d'or. Protégez votre attention comme un trésor, car c'est exactement ce qu'elle est. Avant de continuer vers la partie suivante, prenez un instant, fermez les yeux, respirez et demandez-vous quelle est la première distraction que je peux éliminer dès aujourd'hui. Et si ce message vous aide à retrouver votre puissance intérieure, activez la cloche. Ce n'est pas juste pour suivre une chaîne, c'est pour ne plus jamais perdre votre propre voix au milieu du bruit. Vous avez maintenant identifié vos voleurs d'attention et vous avez commencé à les éliminer, un à un, comme on referme les fenêtres d'un temple que l'on veut protéger du bruit. Votre espace est sacré, votre temps est structuré, votre concentration est défendue. Mais à présent, il reste un défi plus profond, moins visible, presque existentiel, car même avec un bon cadre et une solide concentration, il arrive un moment où l'élan retombe, où les journées commencent à se ressembler, où la flamme du début s'éteint peu à peu comme une bougie sans oxygène, et vous commencez à vous demander où est passée l'énergie que j'avais au départ.
Pourquoi je me sens si mécanique, si plat, si vide? La vérité, c'est que la motivation ne tient pas toute seule. Elle a besoin de rythme, de rituel, de respiration, exactement comme une chanson a besoin de refrain. Pour que vos journées aient de la puissance, il ne suffit pas de les remplir. Il faut les structurer avec des symboles, des gestes clés, des repères sacrés. Les rituels nous relient à nous-mêmes, même dans le chaos. Clarissa Pinkola Estes. Lorsque vous quittez le monde du bureau pour travailler à la maison, vous abandonnez sans vous en rendre compte des dizaines de petits rituels invisibles. Dire bonjour aux collègues, boire un café à la même heure, marcher entre deux réunions, échanger à la pause de midi, ranger votre bureau en fin de journée, prendre le métro ou la voiture en écoutant la radio. Toutes ces choses, aussi banales soient-elles, structuraient vos journées. Elles signalaient à votre esprit la journée commence, le travail s'arrête, je me reconnecte à moi. Mais une fois chez vous, tout cela disparaît, et ce qui restait clair devient flou. Le lever devient flottant. Le travail commence quand on veut. La pause n'a plus de forme. La fin de journée devient un prolongement flou du travail. Petit à petit, la frontière entre vous et votre activité se brouille, et vous commencez à vous sentir dissous, dispersé, parfois même vidé. Le pouvoir des transitions. Ce que vous devez absolument recréer chez vous, c'est la symbolique des transitions, c'est-à-dire marquer dans votre corps et dans votre esprit les passages essentiels de la journée. Entrée dans le travail, pause consciente. Sortie du travail, retour à soi. Ces moments sont des charnières psychologiques, des repères fondamentaux, des ancres pour votre équilibre mental. Et surtout, ce sont des actes de souveraineté, car quand vous les recréez de manière volontaire, vous devenez l'architecte de votre journée. L'histoire d'Élodie, la force d'un rituel simple. Élodie est coach en ligne, dynamique, organisée, passionnée. Mais après 6 mois de travail à domicile, elle commençait à perdre pied. Elle avait l'impression de vivre dans une boucle sans fin. Travailler, manger, travailler, scroller, répondre à des messages, recommencer, sans début ni fin. Ce qui lui manquait, ce n'était pas la présence physique des collègues, c'était le rythme. Alors, elle a mis en place un rituel tout simple. Chaque matin à 8 heures, elle appelle en visio l'une de ses amies, elle aussi entrepreneur. Pendant 10 minutes, elles partagent leurs objectifs du jour, leurs intentions, leurs humeurs. Puis elle coupe la caméra, et chacune commence sa journée de son côté. Ce petit moment quotidien a changé la donne. Je ne me sens plus seul dans ma bulle. J'ai un point de départ clair, et je sais que je me suis engagé devant quelqu'un, même pour 5 minutes. Ce rituel, pourtant minuscule, a restauré du lien, du rythme, du sens. Rituel du bureau vers rituel de la maison. Voici quelques rituels que le bureau vous imposait et que vous pouvez transformer chez vous. Avant, maintenant. Prenant, chics. Se lever à heure fixe. Créer une routine matinale avec du mouvement et du silence. S'habiller pour sortir. Vous habiller même si vous restez à la maison. Boire un café au bureau. Préparer un café en conscience pour ancrer la journée. Pause à la machine à café. Pause debout, yeux fermés. Respiration lente pendant 3 mènes. Fin de journée trajet. Marcher dehors 15 minutes pour rentrer chez soi mentalement. Discussion avec collègues. Appels courts, messages vocaux, communauté virtuelle. L'idée n'est pas de recréer artificiellement un bureau. L'idée, c'est de donner une forme symbolique à vos journées. Le cerveau adore les repères. Et plus vous lui en offrez, plus il coopère. Créez vos propres rituels sacrés. Voici quelques suggestions puissantes que vous pouvez adapter. Allumer une bougie ou un bâton de bois d'agar Palo Santo en début de journée. Tirer une carte inspirante ou écrire une intention claire dans un carnet. Fermez votre session de travail avec un geste précis. Ranger votre bureau, éteindre une lampe, écrire ce que vous avez accompli. Mettre une musique douce spécifique pour marquer la transition vers le soir. Ces gestes, ces sons, ces objets deviennent des signaux subconscients. Ils disent « Maintenant je commence. Maintenant j'arrête. Je suis ici, pleinement. » Pourquoi les rituels réduisent le stress? Des études en neurosciences ont montré que les rituels réguliers réduisent le niveau de cortisol, l'hormone du stress, augmentent la sensation de contrôle, améliorent la concentration et la mémoire à court terme, favorisent un sommeil plus réparateur,
parce qu'il crée de la prévisibilité dans un monde incertain. Et le cerveau humain aime la stabilité. En cultivant vos rituels, vous envoyez à votre système nerveux un message de sécurité intérieure. Je suis là, je suis en paix, je suis maître de mon monde. Si cette idée des rituels vous inspire, prenez une minute pour réfléchir. Quel geste simple pourriez-vous adopter dès demain pour marquer le début ou la fin de votre journée? Écrivez-le en commentaire. Et rejoignez cette communauté de personnes qui transforment le quotidien en art de vivre. Abonnez-vous si ce voyage intérieur vous parle. L'invisible est parfois ce qui vous sauve. On pense souvent que ce sont les grandes décisions qui changent une vie, mais très souvent, ce sont les gestes minuscules, répétés avec constance, qui bâtissent un mental solide, un cœur apaisé, une discipline durable. Travailler à domicile ne signifie pas vivre sans rythme, au contraire. Cela signifie devenir l'artiste de votre temps. Composez votre propre musique intérieure, créez des mouvements, des silences, des respirations, faire de chaque jour une partition consciente. En résumé, transformer le flou en forme. Créer des rituels chez soi, c'est reprendre le pouvoir sur le temps, offrir un cadre à votre esprit, apporter du sens à vos gestes, construire votre vie autour d'intentions claires. Et surtout, c'est choisir. Choisir de ne pas laisser vos journées se diluer, choisir de ne pas vous fondre dans la machine du toujours plus, choisir de revenir à vous, chaque matin, chaque soir, chaque instant. À ce stade de la vidéo, si vous ressentez en vous ce besoin de créer un nouveau rythme de vie, alors vous êtes prêt. Activez la cloche, non pas pour nous suivre, mais pour vous rappeler que vous êtes le seul à pouvoir faire de chaque jour un chef-d'œuvre. Et si vous avez aimé ce contenu, laissez une trace de votre engagement ci-dessous. Un mot, une émotion, une décision. Maintenant, vos journées ont retrouvé un souffle. Le matin commence avec intention. Les pauses sont conscientes. La fin de journée a un goût de clôture. Vous avez des repères, des rituels, une structure vivante. Mais une chose demeure fragile, votre flamme. Parce que même en ayant bien fait, bien avancé, bien résisté aux distractions, il y a parfois un vide étrange, silencieux, qui s'installe le soir, comme si vous aviez beaucoup donné, mais reçu trop peu en retour. Et vous vous surprenez à penser, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que j'ai vraiment avancé? Pourquoi je ne ressens aucune fierté alors que j'ai coché toutes mes cases? La réponse est simple, parce que vous n'avez pas reconnu vos propres efforts, parce que vous n'avez pas pris le temps d'honorer vos petites victoires. Et ce que l'on ne célèbre pas ne s'ancre pas. Pour garder la flamme, il ne suffit pas d'avancer, il faut savoir s'arrêter, regarder, remercier, ressentir. Ce qui est récompensé se répète. Charles Duhigg. Quand on travaille seul, chez soi, il y a quelque chose qui manque souvent cruellement. La reconnaissance. Pas de félicitations du collègue, pas de manager qui valide, pas de sourire partagé autour d'un objectif atteint, pas de claque amicale dans le dos. Et pourtant, le besoin de reconnaissance ne disparaît pas. Il est profondément humain, il est vital, car ce qui n'est pas reconnu n'est pas ancré. Ce qui n'est pas célébré ne devient pas durable. Vous pouvez faire une journée brillante, terminer un projet difficile, avancer sur une mission importante et le soir avoir l'impression que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas marqué l'événement. Le cerveau adore les boucles. Voici ce que la science nous dit. Lorsque vous accomplissez une tâche, votre cerveau libère une petite dose de dopamine, l'hormone de la satisfaction. Mais cette libération est décuplée quand vous prenez le temps de la savourer. Et c'est là que beaucoup de travailleurs indépendants, freelance, créateurs ou télétravailleurs tombent dans le piège. Ils cochent une tâche et passent immédiatement à la suivante. Ils terminent une étape et ouvrent tout de suite un nouvel onglet. Ils finissent la journée et plongent dans Netflix sans même respirer un instant. Résultat, pas de pause, pas de recul, pas de consolidation intérieure. C'est comme construire un mur, brique après brique, sans jamais prendre une seconde pour admirer ce que vous avez bâti. L'histoire de Karim. De l'épuisement à la célébration, Karim est monteur vidéo freelance. Il adore son métier, il est méticuleux, passionné et travaille avec des créateurs de contenu très exigeants. Mais au bout d'un an, il a commencé à perdre goût à ce qu'il faisait. Chaque jour se ressemblait. Chaque projet finissait dans un flou.
Il travaillait dur, parfois 12 heures par jour, et pourtant, le soir venu, il n'avait jamais l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit. Un jour, il en parle à un ami qui lui pose une question toute simple. « Qu'est-ce que tu fais quand tu termines un montage ?» Karim répond « Je clique sur Exporter et je lance directement le suivant. » L'ami lui dit alors « Tu n'as pas besoin d'un coach, tu as besoin d'un rituel de victoire. » Depuis ce jour, Karim a instauré un petit rituel. Quand il termine un montage, il prend 10 minutes pour le visionner en entier, sans rien faire d'autre. Puis il note ce dont il est fier, même si c'est minuscule. Et chaque vendredi soir, il célèbre ses avancées avec un petit plaisir symbolique. Un bon repas, une marche au bord de l'eau, une musique qu'il aime. « Je n'ai pas changé de client, dit-il. J'ai changé de rapport à mon propre travail. Aujourd'hui, je me sens vivant, utile, aligné. » Pourquoi les petites victoires comptent plus que les grandes? On croit souvent que ce sont les grandes réussites qui nous motivent. Un gros contrat, un projet terminé, un diplôme obtenu, une vidéo virale. Mais la vérité, c'est que ces moments sont rares et que l'essentiel de notre parcours est fait de tout petits pas. C'est pourquoi il faut les célébrer, les voir, les ressentir. Vous avez répondu à tous vos emails sans distraction. Bravo! Vous avez enfin écrit ce paragraphe que vous repoussiez. Félicitez-vous. Vous avez travaillé 1 heure sans toucher votre téléphone. Offrez-vous un moment de respiration. Ce qui est remarqué se renforce. Comment créer un système de micro-récompenses? Voici quelques idées simples mais puissantes. Tenez un journal de victoire. Chaque soir, notez 3 choses dont vous êtes fier, même si elles sont petites. Cela ancre le positif, renforce votre mémoire émotionnelle et combat l'autocritique. Créez un tableau de progression. Une feuille, un mur, une app, visualisez vos avancées. Rayez, coloriez, faites grandir une ligne. Votre cerveau adore voir le progrès. Récompensez-vous consciemment. Une pause au soleil, un carré de chocolat, une bonne playlist, une respiration profonde, un message de gratitude à quelqu'un. L'important, ce n'est pas la taille du geste, c'est l'intention. Partagez vos victoires. Pas pour impressionner, pour témoigner, pour inspirer, pour vous dire à vous-même « oui, j'avance ». Parlez-vous comme vous parleriez à un ami. Imaginez que votre meilleur ami a travaillé dur toute la journée. Vous lui diriez quoi? Tu aurais pu faire plus, c'est pas encore assez? Tu perds ton temps? Non. Vous lui diriez probablement « tu avances. Bravo pour ce que tu as accompli. Tu peux être fier de toi. » Alors parlez-vous de la même manière. Le travail à domicile vous donne une responsabilité nouvelle, devenir votre propre soutien. Votre propre source d'encouragement, votre propre feu sacré. Si ce message résonne en vous, je vous invite à écrire en commentaire votre dernière petite victoire, même minuscule. Vous verrez comme cela renforce votre énergie. Et si vous ne voulez pas avancer seul, rejoignez cette communauté qui célèbre le progrès humain. Abonnez-vous et faites de chaque jour un pas conscient vers votre pleine puissance. Le cercle vertueux de la reconnaissance intérieure. Voici ce qui se passe quand vous commencez à célébrer vos efforts. Vous gagnez en clarté, vous voyez ce qui marche. Vous gagnez en confiance, vous réalisez que vous êtes capable. Vous gagnez en énergie, vous vous donnez envie d'aller plus loin. Et chaque jour devient plus qu'un jour. Il devient une trace visible, une preuve que vous êtes en marche, une histoire que vous construisez, pierre après pierre. En résumé, cultivez l'art de vous féliciter. Travailler chez soi, c'est aussi apprendre à vous motiver de l'intérieur, remarquer ce que vous construisez, créer un lien émotionnel avec vos efforts, vous offrir une forme de joie régulière même en solitaire. La productivité sans célébration mène à l'usure, la discipline sans douceur mène à l'écœurement, mais la structure plus la reconnaissance, une force tranquille et durable. Si vous ressentez au fond de vous qu'il est temps de reconnaître votre propre chemin, alors faites ce geste. Activez la cloche, pas pour ne rien manquer, mais pour ne plus jamais ignorer votre propre évolution. Vous avez commencé à célébrer, à lever les yeux, à reconnaître vos pas aussi petits soient-ils, et ça change tout. La fierté revient, l'énergie circule, la confiance se reconstruit doucement, profondément. Mais alors que vous avancez, un autre mur se dresse, plus subtil, plus intime.
Car parfois, même après une journée bien remplie, une tâche bien accomplie, un rituel respecté, il reste en vous une sensation étrange, un doute, un soupir, une voix intérieure qui vous murmure dans l'ombre « Tu aurais pu faire mieux, ce n'est pas assez, regarde ce que les autres font ». Et là, sans prévenir, vous tombez dans un piège bien plus dangereux que la distraction, le jugement intérieur, un poison lent, qui transforme vos efforts en déception, vos progrès en critique et votre chemin en pression. Alors, pour que votre évolution soit réelle, durable, humaine, il vous faut apprendre un nouvel art, celui de vous observer sans vous condamner. La conscience de soi est le début de toute transformation, Carl Jung. L'art de s'observer. Quand on travaille à domicile, on croit souvent que le plus important, c'est de produire. Mais la vérité, c'est que si vous ne prenez jamais le temps de vous observer, vous risquez d'accumuler les jours, sans jamais évoluer. Le travail devient une routine automatique. Les erreurs se répètent. La fatigue s'installe, le doute s'amplifie. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à douter de vous. À croire que vous n'êtes pas assez discipliné, pas assez concentré, pas assez bon. Mais si vous faisiez une pause, et si au lieu de vous juger, vous appreniez à vous analyser avec bienveillance. S'observer, ce n'est pas se critiquer. C'est prendre du recul, sans émotion excessive, sans blâme, sans culpabilité. C'est se poser les bonnes questions au bon moment. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine? Quelles sont les choses qui m'ont vidé d'énergie? Quand est-ce que je me suis senti pleinement aligné? Qu'est-ce que je repousse encore et encore? Est-ce que mon emploi du temps me respecte ou me pèse? Ces questions ne sont pas là pour pointer vos faiblesses. Elles sont là pour faire émerger votre vérité. Et toute amélioration durable commence par là. L'histoire de Fatou. De l'auto-sabotage à la clarté. Fatou est consultante en marketing digital. Elle travaille seule depuis 3 ans. Très compétente, très engagée, mais extrêmement dure avec elle-même. Chaque fin de semaine, elle se sentait vidée. Elle repensait à toutes les tâches non faites, aux messages non envoyés, aux projets inachevés. Elle se disait « Tu n'es pas assez productive. Tu devrais faire plus. Tu n'as aucune constance. » Un jour, sur les conseils d'un mentor, elle a mis en place un rituel tout simple. Le vendredi après-midi, elle s'accordait 1 heure de bilan doux. Pendant cette heure, elle relisait sa semaine avec curiosité, pas avec sévérité. Elle notait ce qu'elle avait accompli, compris, ajusté, et elle listait une seule chose à améliorer, sans se culpabiliser. Résultat. Après 3 mois de cette pratique, sa fatigue a diminué, sa motivation a augmenté, mais surtout, son regard sur elle-même a changé. Je croyais qu'il fallait être dur pour progresser. En réalité, c'est la clarté douce qui m'a transformé. Pourquoi le jugement bloque l'évolution? Quand vous vous jugez, vous activez une zone de votre cerveau liée à la menace. Vous vous mettez en mode défense. Et dans cet état, votre capacité à apprendre, à comprendre, à vous ajuster est réduite. Mais quand vous vous observez avec compassion, vous passez en mode croissance. Votre esprit devient réceptif, ouvert, lucide. La clé de l'évolution personnelle n'est pas la punition, c'est l'écoute active. 5 outils pour mieux vous observer sans vous blâmer. Voici 5 pratiques simples mais puissantes. 1. Le carnet d'humeur et d'énergie. Chaque soir, prenez 2 minutes pour noter comment je me suis senti aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en a volé? Vous verrez apparaître des schémas invisibles. 2. Le journal des erreurs constructives. Plutôt que d'ignorer vos échecs ou de les dramatiser, notez-les. Qu'ai-je mal géré cette semaine? Quelle était la cause? Qu'est-ce que cela m'apprend? Que pourrais-je faire autrement la prochaine fois? 3. Le bilan hebdomadaire positif. Chaque fin de semaine, listez 3 choses dont vous êtes fier, une compétence que vous avez utilisée, une amélioration à envisager. Faites-le avec l'attitude d'un chercheur, pas d'un juge. 4. Le miroir du matin. Chaque matin, en vous préparant, regardez-vous quelques secondes et posez-vous une question simple. Qui ai-je envie d'être aujourd'hui? Ce n'est pas une performance, c'est une présence à vous-même. La règle des 5 minutes d'introspection. Avant de fermer votre ordinateur le soir, prenez 5 minutes pour répondre à ces 2 questions. Qu'est-ce que j'ai compris sur moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis de faire mieux demain?
C'est une micro-habitude, mais un grand pas vers la conscience. L'autocompassion n'est pas de la faiblesse. On vous a peut-être appris à croire que pour réussir, il faut se pousser à bout. Mais la psychologie moderne nous dit l'inverse. Les personnes qui progressent le plus rapidement sont souvent celles qui savent se pardonner, se comprendre, s'adapter avec intelligence. L'autocompassion n'est pas de la mollesse. C'est une forme supérieure de lucidité. C'est la capacité à se regarder en face sans se fuir, mais aussi sans se flageller. Si vous avez envie de reprendre le contrôle de votre évolution personnelle en douceur, alors laissez en commentaire ce que vous avez appris sur vous cette semaine. Et si vous ressentez que ce message résonne avec votre propre chemin, rejoignez-nous. Cliquez sur s'abonner et devenez un explorateur conscient de votre propre vie. La boucle vertueuse de la conscience. En apprenant à vous observer sans jugement, vous entrez dans une boucle de transformation douce mais puissante. Vous agissez, vous vous observez, vous vous ajustez, vous progressez, vous vous respectez davantage. Et chaque jour devient un laboratoire vivant, un lieu d'expérimentation, de vérité, d'évolution. En résumé, la lucidité bienveillante est votre super pouvoir. Travailler à la maison, c'est aussi se confronter à soi-même. Mais ce n'est pas une menace, c'est une opportunité sacrée. L'opportunité de devenir votre propre coach, remplacer la critique par la clarté, remplacer l'impatience par l'écoute, remplacer la confusion par la conscience. Si ce texte vous a donné un instant de recul, un déclic, une respiration, alors activez la cloche. Pas pour suivre une chaîne, mais pour rester fidèle à cette décision intérieure, celle d'avancer chaque jour avec conscience et non avec pression. Vous avez franchi un cap essentiel. Vous ne vous contentez plus d'agir, vous vous observez, vous ne fuyez plus vos erreurs, vous les transformez en matière vivante. Et surtout, vous avez appris à vous parler avec bienveillance. C'est une avancée immense. Mais il reste une question centrale, la plus silencieuse, la plus importante. À quoi bon tout cela s'il n'y a pas de sens? Parce que vous pouvez avoir un cadre, un planning, des rituels, de la discipline, et pourtant, au fond, vous sentir vide. Comme si vos journées s'empilaient sans jamais vraiment vous construire. La productivité n'est pas qu'un système, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une course, c'est un moyen de créer, de contribuer, de laisser une trace, un moyen de vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour vous. Et c'est là que tout se joue. Car sans direction profonde, même les meilleures habitudes perdent leur éclat. Voici ce que beaucoup ignorent en parlant de productivité. La vraie productivité ne consiste pas à faire plus, elle consiste à faire mieux, et surtout, à faire ce qui a du sens. Vous pouvez cocher 50 cases dans votre liste de tâches et pourtant vous sentir vide. Vous pouvez répondre à tous vos emails, assister à toutes vos réunions, traiter tous vos fichiers, et, malgré tout, finir la journée avec une impression de non-vie. Parce que ce qui donne de la substance à une journée, ce n'est pas la quantité de tâches, c'est la direction, le pourquoi, l'intention. Le feu intérieur ne vient pas des urgences, mais du sens. Il y a deux façons de vivre ces journées. En réaction permanente à ce qui arrive, les notifications, les demandes, les attentes des autres. En création consciente de ce qui compte pour vous, vos objectifs, vos valeurs, vos projets profonds. Dans le premier cas, vous êtes une feuille dans le vent. Dans le second, vous êtes un capitaine. Et pour devenir capitaine de votre temps, vous devez répondre à une seule question chaque matin. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui? Pas pour plaire, pas pour survivre, mais pour bâtir quelque chose qui vous ressemble. L'histoire d'Abdou, de l'épuisement au sens retrouvé. Abdou est rédacteur web, très bon dans son domaine, dit-il très rigoureux. Mais après 4 ans de freelance, il traverse une période de vide existentiel. Il se lève chaque matin, il écrit des articles, il respecte ses délais, il est payé. Mais intérieurement, il ne ressent plus rien. Il se dit « je fais tout bien » et pourtant, je n'ai plus d'élan, plus de lumière. Un jour, il tombe sur une vidéo où on lui pose cette question simple. Quel est l'impact que tu veux avoir au-delà de ton écran? Ce jour-là, Abdou décide de modifier sa façon de travailler. Avant chaque projet, il écrit en haut de la page « À qui je parle? Qu'est-ce que je veux transformer?
Comment ce texte va-t-il élever quelqu'un? Petit à petit, chaque article devient une œuvre. Chaque client devient un partenaire de mission. Chaque tâche retrouve une âme. Je ne fais pas juste du contenu. Je fais passer des messages qui peuvent changer une vie. Ça me nourrit. Donnez une direction à vos journées. Voici un principe essentiel. Plus vous agissez dans le flou, plus vous vous fatiguez. Plus vous agissez avec intention, plus vous vous alignez. Et quand l'alignement est là, la productivité devient naturelle. Voici quelques pratiques pour nourrir cette intention. 1. Le rituel de l'intention du matin. Chaque matin, avant d'ouvrir votre boîte mail ou votre navigateur, fermez les yeux. Respirez profondément. Posez-vous cette question. Quelle est l'énergie que je veux incarner aujourd'hui? Écrivez une phrase clé. Par exemple, « Aujourd'hui, je choisis la clarté. Aujourd'hui, je donne le meilleur sans me juger. Aujourd'hui, je sers une cause plus grande que moi. » 2. La règle des 3 vrais objectifs. Chaque matin, identifiez 3 objectifs essentiels, pas forcément urgents, mais ceux qui vous rapprochent de vos valeurs profondes. Pas juste répondre au client X, mais aussi faire un pas de plus vers mon projet de livre, ou écrire un post qui inspire ma communauté, ou relire mon pourquoi. 3. Le rituel de clôture. Avant de terminer votre journée, allumez une bougie ou simplement fermez les yeux une minute et demandez-vous, ai-je agi en accord avec ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai semé aujourd'hui, même si c'est invisible? Même si la journée a été bancale, ce moment vous ramène à l'essentiel. Ce que vous construisez est invisible, jusqu'au jour où ça devient évident. Chaque journée bien orientée est une pierre, même si elle est petite, même si elle est imparfaite, et ces pierres, jour après jour, bâtissent un édifice invisible, jusqu'au jour où ce que vous faisiez sans le voir prend forme. Un projet mûrit, une opportunité arrive, une porte s'ouvre, et là vous réalisez que toutes ces journées avaient un sens. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous cherche à vivre autrement, à travailler autrement, à vous reconnecter à ce feu que rien n'achète. Abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble et dites en commentaire quel est le sens que vous donnez à vos journées. En conclusion, devenez l'auteur de votre rythme. Travailler à domicile, c'est bien plus qu'une liberté, c'est une initiation, une invitation à créer un cadre qui vous élève. Respectez vos horaires comme un engagement envers vous-même. Éliminez les distractions comme des intrus dans votre sanctuaire. Recréez des rituels pour honorer vos journées. Célébrez vos petites victoires comme des graines de confiance. Vous observez sans vous juger, avec compassion. Et surtout, agir chaque jour avec une intention claire. Voilà ce qu'est la vraie productivité. Non pas une course effrénée, mais une construction consciente. Et si ce message vous a touché, ne repartez pas sans poser un acte. Partagez ce contenu. Laissez une empreinte, une réflexion, un mot. Et surtout, applique, ne serait-ce qu'un seul principe, dès demain matin, parce que vous le méritez et parce que le monde a besoin de votre version la plus consciente. Alors maintenant, prenez une respiration profonde. Revenez quelques instants en arrière et regardez ce que vous avez parcouru. Vous avez appris à donner un cadre à votre liberté, à faire de votre espace un sanctuaire, un lieu de clarté. Vous avez décidé de respecter vos horaires comme s'ils venaient d'un patron exigeant, non pas pour vous contraindre, mais pour vous honorer. Vous avez appris à éliminer sans pitié ce qui vous vole votre attention, parce que vous avez compris que ce que vous laissez entrer dans votre esprit vous transforme. Vous avez recréé des rituels puissants, des repères, des gestes sacrés qui donnent un rythme à vos jours et une respiration à votre esprit. Vous avez commencé à célébrer vos petites victoires, non pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles sont vraies, et qu'elles vous construisent chaque jour en silence. Vous avez osé vous observer sans vous juger, avec bienveillance, avec lucidité, avec humanité. Et c'est là que commence toute transformation durable. Et enfin, vous avez compris qu'il ne suffit pas d'être efficace. Il faut que chaque geste, chaque heure, chaque action soit reliée à un sens, à un feu, à une vision. Car ce n'est pas la quantité de travail qui vous rendra libre, c'est la qualité de votre présence à ce que vous faites. Le travail à domicile n'est pas une technique à maîtriser, c'est une école de soi, un miroir,
un terrain d'entraînement pour apprendre à se connaître, à se canaliser, à se révéler. Et vous avez maintenant les clés. Un cadre, un rythme, une clarté mentale, des rituels, de la reconnaissance, de l'introspection et une direction claire. 7 fondations, 7 leviers, 7 invitations à redevenir l'auteur de vos journées. Et si ce message a résonné en vous, ne laissez pas retomber cette énergie. Ne partez pas comme si de rien n'était. Dites en commentaire « Je construis mes journées avec conscience ». Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue ce chemin ensemble, chaque semaine un pas après l'autre. Et surtout, appliquez. Même un seul point, parce qu'une seule décision peut tout faire basculer. Votre maison n'est pas seulement un lieu de travail, c'est un laboratoire, un temple, un tremplin. Et vous, vous n'êtes pas juste un télétravailleur, vous êtes un bâtisseur.